Je voudrais entamer mon propos par une pensée émue pour le peuple kurde. L'agression qu'il subit de la part de la Turquie est tout à fait injustifiable. Nous leur sommes beaucoup trop redevables pour rester inactifs face à la tragédie humaine qui s'annonce. Nous devons être pleinement et entièrement mobilisés à leur côté pour faire cesser une telle injustice. En tant que Bretonnes et Bretons, nous ne pouvons qu'être sensibles à leur détresse. La Bretagne, elle non plus, n'est pas une région comme les autres. Sa durée de vie exceptionnelle a peu d'équivalent en Europe. Si Jules César ou l'empereur Auguste revenaient aujourd'hui sur Terre, il n'aurait aucun mal à nous identifier en tant que Bretons. La Bretagne, c'est une identité bimillénaire, insulaire, puis continentale. Durant ces 2000 ans, elle en a vu passer des conquérants. Nous avons été citoyens romains, nous avons été soumis au joug saxon, puis quelques siècles plus tard, à la tutelle viking. Nous avons été au sujet de l'Empire plantagenet, d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion, puis des rois de France, avant de devenir citoyens français. Le brassage des ADN, l'ouverture à l'autre et à d'autres cultures nous ont enrichis. Ce qui est miraculeux, c'est que dans cette succession d'alliances, plus ou moins librement consenties, nous n'avons jamais renoncé à ce que nous sommes. Rien ni personne dans l'histoire n'est jamais parvenu à ébranler cette cohésion et cette ouverture bretonne dont la force reste intacte à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Nous avons toujours su nous rassembler dans l'adversité ou à l'heure des choix qui engagent notre devenir en tant que communauté. L'heure d'un tel choix a sonné, incontestablement. Révolution numérique, changement climatique, essoufflement d'un modèle économique ultralibéral qui nous conduit collectivement à l'abîme. La récente catastrophe survenue à l'usine chimique Lubrizol de Rouen vient une fois de plus nous rappeler notre vulnérabilité face à des accidents industriels dont nous peinons à mesurer les effets. Le constat s'impose d'une sensibilisation croissante de nos sociétés sur les enjeux environnementaux. À l'échelle de la planète entière, les jeunesses se mobilisent avec force et clairvoyance contre l'inaction de leurs gouvernants sur la question climatique. Je pense à la phrase d'Albert Camus. Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Contre la tentation du laisser-faire ou du fatalisme, voilà bien ce qui peut encore nous donner des raisons d'espérer. La quête du dépassement de soi d'un nombre croissant de nos contemporains, prêts à s'unir pour défendre une cause qui transcende tous les intérêts particuliers. La prise de conscience grandit quant au fait que notre environnement et notre rapport au travail et jusqu'à la manière dont nous interagissons avec nos semblables vont devoir connaître de profonds bouleversements dans les décennies à venir. Face à ces défis majeurs, l'alternative est simple. Subir ou s'adapter. Subir passivement les événements ou s'adapter en pesant sur eux pour en contrôler les effets. C'est le choix de l'action que, sous votre impulsion, Monsieur le Président, nous avons effectué en Bretagne. La Brest COP est le levier par lequel nous entendons faire d'une fatalité, celle des transitions qui s'imposent à nous, une opportunité de développement humain, écologique, démocratique. On l'a souligné, une telle démarche est sans équivalent en France. Ce n'est pas le fruit du hasard. Seule la force incomparable de la cohésion bretonne que j'évoquais à l'instant rend possible l'aboutissement de ce processus si original, si ambitieux. Il est un appel à l'esprit de consensus qui, chaque fois que la Bretagne était à la croisée des chemins, a toujours réuni les Bretonnes et les Bretons par-delà leurs différences. Il est un appel à faire taire nos éventuelles divergences pour construire tous ensemble une nouvelle société à la fois plus économe, plus solidaire, plus performante. Il est un appel à modifier en profondeur nos usages individuels et collectifs pour rentrer de plein pied dans un monde qui n'aura plus grand rapport avec celui que notre génération a connu. J'ai entamé mon propos en évoquant le temps long de l'histoire. N'en doutons pas. La Bretagne vit actuellement l'un de ces moments rares où son avenir se décide.
Par la Brescop, elle s'assure, dans les grands bouleversements que nous traversons, la maîtrise de son destin et une place de choix dans le monde de demain. Cette nouvelle société dont nous avons posé les jalons durant plus d'1 an de concertation avec l'ensemble des forces vives de la région, il nous revient à présent, collectivement, de la mettre en œuvre. Il y aura certes le SRADET, dont nous aurons l'occasion de débattre en session décentralisée à Brest dès le mois prochain. Mais au-delà, la vocation de la Brescop est évidemment d'irriguer l'ensemble de nos politiques et de fait, il faut se réjouir de son empreinte croissante sur celle-ci, de ce processus de mutation en profondeur, d'envergure sociétale. Je ne donnerai qu'un exemple. L'agriculture bretonne a fait sa rentrée à l'occasion du SPACE de Rennes début septembre. Dans ce domaine, nous devons collectivement nous appliquer à fixer un cap. Le virage environnemental que nous avons imprimé ces dernières années à notre politique de soutien agricole est spectaculaire et mérite d'être salué. Depuis 2015, dans le cadre du FEADER, ce ne sont pas moins de 195 millions d'euros qui ont été affectés aux mesures agro-environnementales et climatiques ainsi qu'aux aides à l'agriculture biologique. Pourtant, si le modèle agricole que nous promouvons se signale par sa haute exigence environnementale, il doit générer un revenu décent pour ceux qui travaillent et nourrir tous nos concitoyens, sans exception. Les agriculteurs sont la clé de notre avenir, avez-vous dit. C'est fort de cette conviction que nous nous mobilisons avec détermination en faveur de la modernisation des exploitations via le plan de compétitivité et d'adaptation. Depuis 2014, au total, il s'est traduit par des investissements massifs de l'ordre d'1 milliard d'euros, dont bénéficie notre économie régionale dans son ensemble. Dans une tribune remarquée, Monsieur le Président, vous avez récemment exprimé sur la question si passionnelle des pesticides une position forte et équilibrée. Oui à une régulation de l'usage des produits phytosanitaires à proximité des habitations, mais en accompagnant les agriculteurs dans l'effort d'adaptation nécessaire, en envisageant par voie contractuelle une indemnisation pour les préjudices qu'ils pourraient subir, mais aussi plus en profondeur, en apportant une solution fiable et pérenne aux défis posés par la destruction du foncier agricole. Les solutions existent. Pour l'heure, nous saluons l'initiative que vous nous soumettez de la constitution d'un comité scientifique et d'un groupe de réflexion chargé de formuler des propositions en vue de la rédaction d'une charte bretonne. Le calme et la pondération sont toujours plus efficaces que la colère et la vindicte. Par ce biais, la région démontre son sens des responsabilités en assumant, sans démagogie, la complexité des enjeux auxquels elle a à répondre. Il ne pourra y avoir d'agriculture bretonne prospère à l'avenir que si nous parvenons à conjuguer protection de l'environnement, quête exigence de qualité et capacité à produire sainement pour le plus grand nombre. C'est la voie que vous nous proposez, Monsieur le Président. Nous vous y suivrons avec confiance, convaincus qu'elle seule peut permettre à l'agriculture bretonne à l'avenir de continuer à jouer un rôle de premier plan à l'échelle nationale et européenne. Encore faut-il que la région reste dotée demain d'une politique agricole digne de ce nom. Ce n'est de toute évidence pas l'option retenue par Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. À l'occasion du Congrès des régions de France qui s'est tenu à Bordeaux, il vient en effet d'annoncer la reprise en main par l'État de l'essentiel de la gestion du FEADER. Le fait est pourtant qu'il ne peut y avoir de PAC efficace sans une prise en compte des spécificités locales, sans une adaptation des réponses aux besoins de chaque territoire. C'est ce constat qui vous a conduit, Monsieur le Président, à réclamer la régionalisation intégrale des fonds du premier et du deuxième pilier de la politique agricole commune. Nous soutenons avec enthousiasme cette prise de position courageuse et incontournable. Elle se justifie tant par la singularité de la Bretagne dans le paysage agricole français que par le volontarisme clairvoyant dont témoigne la région sur ces enjeux.
Ce n'est hélas pas, nous le savons désormais, le scénario qui se profile. Du moins, le Premier ministre s'est-il engagé à Bordeaux à ce que la nouvelle répartition des responsabilités sur le FEADER prenne en compte les spécificités régionales. Prenons-le au mot, car voilà bien un domaine où, en Bretagne, le principe de différenciation pourrait utilement trouver à s'appliquer. Nous ne demandons pas l'impossible. Après tout, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Pologne, les régions vont jusqu'à gérer directement les deux piliers de la PAC. Mais nous sommes en France. Et en matière de régionalisation, ce qui semble naturel chez nos voisins paraît souvent chez nous totalement inconcevable. J'en veux pour preuve le contenu particulièrement édifiant d'une note d'analyse publiée en juillet dernier par France Stratégie. Elle révèle que la part des dépenses publiques locales en France n'excède pas 20%, contre 65% au Danemark, 51% en Suède, 47% en Belgique, 41% en Allemagne. Autant dire qu'au regard d'une norme européenne largement partagée, nous disposons de conséquentes marges de progression en termes de décentralisation. La Cour des comptes ne dit pas autre chose. Dans son rapport du 24 septembre sur les finances publiques locales, elle se prononce en faveur d'un renforcement du pouvoir des régions. Alors que le président de la République annonce le dépôt au Parlement d'un projet de loi sur la décentralisation, nous avons le devoir d'être à l'offensive sur ces enjeux. Nous l'avons été ces derniers mois, en produisant de remarquables rapports sur la différenciation et la fiscalité locale. Vous l'avez été, Monsieur le Président, en prenant l'audacieuse position que l'on sait sur la régionalisation de la PAC. Nous devrons l'être plus encore demain, peut-être, si nos propositions ne sont pas prises en compte. Car c'est ce que les Bretonnes et les Bretons attendent de leurs représentants. L'enquête d'opinion réalisée en juillet par TMO pour le compte de DIBAB, Brest Civic Lab, révèle à cet égard un certain nombre d'enseignements tout à fait édifiants. D'abord, la force croissante du sentiment d'appartenance breton, qui gagne 10 points en 10 ans pour culminer désormais à 87%. Ensuite, les écrasantes majorités qui se dégagent tant en faveur de la tenue d'un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne que du transfert de nouvelles compétences à la région. Enfin, le soutien massif à un projet d'Assemblée de Bretagne qui recueille l'assentiment de 61% des sondés, seuls 18% d'entre eux s'y déclarant hostiles. Qu'elles dépendent directement ou non de nous, ces différentes questions devront un jour recevoir une réponse. Et le plus tôt sera le mieux. Car il en va de la crédibilité de notre système représentatif et de notre modèle démocratique. Ce qu'en dernier ressort laisse transparaître cette enquête, c'est une envie de Bretagne, extrêmement prégnante chez nos concitoyens. Nous devons continuer à porter l'ambition politique de notre collectivité qui ne se résume pas à une simple gestion administrative. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la Bretagne n'est pas une région comme les autres. Elle est bien plus que cela. Elle est un rêve à concrétiser, un horizon à atteindre. Ce défi s'impose à nous avec d'autant plus d'acuité que la perspective du Brexit non négocié devient chaque jour plus palpable. Sous l'autorité erratique du Premier ministre Boris Johnson, le Royaume-Uni danse au-dessus d'un volcan. La rupture susceptible de se produire dans l'écosystème que forme la Bretagne avec les îles britanniques aurait nécessairement comme corollaire un déplacement du centre de gravité de l'Union européenne vers l'est du continent, dont nous serions inévitablement les premières victimes. Dans cette crise de portée historique, nous avons le devoir d'affirmer avec une force renouvelée ce que nous sommes et ce que nous voulons. Ma conviction est que nous pouvons espérer toucher les Bretonnes et les Bretons en nous adressant tant à leur cœur qu'à leur raison. C'est ce que nous avons fait, par exemple, en prenant l'initiative avec le comité Brogose d'une charte des derbys bretons qui sera tellement plus attractive lorsque le FC Nantes voudra bien s'y associer. C'est aussi ce que vous avez fait, Monsieur le Président, en prenant position avec fermeté contre la francisation des noms des lieux d'origine celtique ou romane. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas là pour distribuer de bons et de mauvais points en termes de respect de la diversité linguistique. Mais nous sommes dans notre rôle,
en appelant l'ensemble des parties prenantes à la préservation scrupuleuse de la toponymie bretonne. Comme l'a dit Claude Agege, défendre nos langues et leur diversité contre la domination d'une seule, c'est plus que défendre nos cultures, c'est défendre nos vies. Et que celles et ceux qui ne consentent pas à le faire pour leur valeur intrinsèque le fassent au moins pour la francophonie. Car si dans 2 ou 3 générations, la France est devenue un gigantesque cimetière pour les langues régionales, que pourra-t-elle répondre aux tenants de l'uniformisation linguistique à marche forcée qui lui demanderont « Pourquoi donc voudriez-vous que nous traitions mieux votre langue que vous avez traité hier celle des Catalans, des Basques ou des Bretons ?» N'en doutons pas, défendre les langues régionales aujourd'hui, c'est sauver la langue française demain. Je vous remercie de votre attention.